Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, avec nos invités, nous allons décrypter, analyser, commenter, excusez-moi, les faits ayant marqué l'actualité politique, économique et sociale donc, de la semaine. Au menu de ce numéro, nous allons évoquer donc, le processus électoral, encore une fois. Le prétexte, c'est tout simplement ce qui est en train de se passer avec le parrainage, les réclamations donc, de l'opposition qui demandent toujours la nomination d'un ministre de l'Intérieur neutre pour organiser les élections, mais surtout avoir accès aux fichiers. Alors hier seulement, la Sénat, d'ailleurs dont certains demandent la démission de son président et de ses membres, alors la Sénat est sortie pour exiger ou bien pour remettre un peu les choses à l'endroit. Tout simplement, il estime que ce que l'opposition exige, c'est-à-dire avoir accès au fichier électoral, c'est un peu prématuré pour dire c'est un peu trop tôt, puisque cela se fait selon l'article L11 donc, de la loi électorale. Cela doit se faire à 15 jours du scrutin et non maintenant. Ensuite, tous ceux qui demandent, en tout cas les candidats déclarés à cette présidentielle-là, ne doivent pas avoir accès à ce fichier-là, parce que tout simplement, il n'existe pas encore au Sénégal de candidats, il n'y a que des candidats déclarés. Alors, cela donc, on est pratiquement dans une sorte de dialogue sourd, parce que quand l'opposition demande ceci, alors le pouvoir, en tout cas, passe de l'autre côté, notamment avec le parrainage, sur cette question encore épineuse, puisque même si les partis de l'opposition, en tout cas les candidats déclarés appartenant donc à l'opposition, ont toujours rejeté ce parrainage-là, alors du côté de la mouvance présidentielle, on semble dire, alors vous êtes en train de perdre du temps parce que nous sommes en train de chercher des parrains. D'ailleurs, tout le monde est en train de chercher des parrains, même si l'opposition continue à dire que nous ne voulons pas aller à ces élections-là avec le système du parrainage. Nous allons aussi donc évoquer un aspect très important lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Nous avons entendu donc le président de la République demander au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour qu'on ait une année scolaire, universitaire, sans trouble, une année scolaire, et que cela doit nécessairement passer, selon lui, par le respect des accords signés avec les élèves, les étudiants, en tout cas le monde scolaire et universitaire. Alors, pour évoquer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau de responsables politiques. L'un, c'est M. Bara Diop, il est membre donc, de la cellule des cadres de la paix. M. Diop, bonjour. Bonjour. Avec vous, ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Diouf, Abdou Mbaké Diouf. Alors, il est le secrétaire général de la CPG, la Convergence pour la justice et l'équité. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, je commence par vous, professeur. Vous avez un peu suivi, si bien même vous étiez hors du Sénégal, mais vous avez un peu suivi quand même ce processus électoral qui semble être une sorte de dialogue de sourds, notamment avec surtout cette question. On a entendu certains hommes politiques hier demander la démission de la Sénat qui n'aurait pas, selon eux, joué son rôle sur tout ce qui s'est passé avec les législatives. Merci, Georges. Je profite d'abord de cette occasion pour vous remercier de cette invitation et effectivement de remercier mon vis-à-vis et de saluer les Sénégalais. Et que par rapport à cette situation, je pense que nous avons intérêt à faire très attention, en ce sens que ce qui se passe dans les autres pays ne peut pas être tout à fait étranger au Sénégal. Et qu'en ce qui concerne le processus électoral généralement, le Sénégal avait eu l'opportunité depuis 1992 de se doter d'un bon code électoral. Et à l'époque, le président Abdou Diouf avait l'habitude de dire que je n'y changerai même pas une virgule. Mais malheureusement aussi, comme l'a souvent l'habitude de le dire le professeur Ismaïla Madior, en parlant effectivement de réformes consolidantes et déconsolidantes, on a vu un peu qu'on est en train de dérégler l'horloge du temps pour changer un tant soit peu ce que l'on appelle certains éléments qu'il y a dans le code électoral. Moi, je pense qu'on va vers des élections et que je pense que ça soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, je pense que si tout le monde part des principes selon lesquels des élections apaisées, un fichier électoral transparent permet de faire des élections le lendemain à 8 heures, tout un chacun retrouve son travail, les fonctionnaires vont au bureau, les travailleurs retrouvent leurs ateliers sans anicroche. Je pense qu'il serait très très important, tant du point de vue du pouvoir, parce que normalement c'est le pouvoir qui gère les choses. C'est la raison pour laquelle je pense que l'apaisement d'abord doit venir du pouvoir pour faire gage de sécurité à l'opposition, parce que quand on est dans l'opposition, on a l'habitude, autant que faire se peut, de crier rapidement aux voleurs. Et je pense que du moment que, du camp de l'opposition, les gens ils disent que nous allons gagner les élections. Du côté du pouvoir, les gens ont la certitude selon laquelle, effectivement, les élections seront gagnées dès le premier tour. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'aujourd'hui, la tournure, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dès mon retour de voyage, j'ai tenu une conférence de presse pour clarifier les choses, pour dire il nous faut éviter, autant que faire se peut, de brûler ce qui nous appartient, ce qui est commun. Le pays nous appartient.
nous ne pouvons pas laisser le Sénégal pour aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle ce qu'il faut faire pour au moins tranquilliser les Sénégalais, c'est essayer d'apaiser les choses, de faire aussi un dialogue sans exclusivité. Comment dire, un dialogue. Le président, mercredi dernier, en conseil des ministres, à la rentrée gouvernementale, il a parlé d'un dialogue permanent et responsable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je suis de la coalition d'ISO. Et c'est pourquoi j'ai attiré l'attention de pas mal de leaders et d'hommes politiques pour dire que ce qu'il faut faire actuellement, la tension, elle est ambiante. Si on ne fait pas attention, on a déjà un précontentieux et ce précontentieux va aller jusqu'aux élections. Et personne ne saura quelle sera l'issue qui sera donnée à ces élections. Donc il faut d'ores et déjà créer ce dialogue parce qu'en démocratie, le dialogue doit être effectivement la voie et l'exception doit être le non-dialogue. Et donc je pense que tant du côté de l'opposition comme du pouvoir, il y a des possibilités de se rapprocher. Donc nous nous invitons, et je lance un appel solennel au président Macky Sall, qui est aujourd'hui légitime de la volonté populaire, de créer autant que faire se peut ce dialogue autour d'une table en n'occultant absolument rien pour que effectivement avant les élections que nous puissions avoir un climat apaisé, nous ferons des élections et que le lendemain le vainqueur soit félicité par le vaincu et que les Sénégalais puissent retrouver exactement le luxe d'antan qu'on connaît du Sénégal. Mais au moment où vont les choses actuellement, que les événements sont en train de prendre me pose problème parce que quelque part il y a une opposition qui se cramponne dans ces positions parce que je connais exactement très bien comment ça fonctionne parce que j'ai pratiqué pendant longtemps cette opposition. Mais aussi du côté du pouvoir, il faut éviter les déclarations incendiaires. Il faudra aussi éviter ce que l'on appelle l'autoglorification. Si nous arrivons à apaiser les tensions, les rancœurs, si nous arrivons à savoir que le seul dénominateur, c'est le Sénégal, et que demain, s'il y a quelque chose qui doit triompher, c'est le Sénégal qui a une démocratie séculaire, nous arriverons à changer les choses. Mais malheureusement, d'un camp comme de l'autre, il y a ce qu'on appelle des faucons et des cassandres, ce qui risque de créer un cocktail et que personne n'y gagnera. Ni la moisse présidentielle, ni l'opposition. C'est la raison pour laquelle j'invite de manière claire et solennelle à un apaisement de ce climat politique. Parce que le Sénégal nous appartient et nous avons besoin d'avoir un pays phare et émergent. Et pour le faire, il nous faut d'abord avoir un climat politique apaisé. Climat politique apaisé. Alors, M. Baradio, pourtant, cette semaine, une frange de la société civile a fait une sortie pour un peu dénoncer ce qu'il appelle le climat politique un peu tendu. Et cela, en tout cas, selon ces membres de la société civile, cette situation actuelle que vit le Sénégal avec les tensions de toutes sortes, est en partie due à la position du pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui est quand même à l'origine de cette situation tendue. Voilà, donc, merci pour ce... Avant de répondre à votre question, vous me permettez, à la suite également du professeur, de vous saluer et de vous remercier pour cette invitation, de saluer également le professeur Abdoulaye Diouf et de saluer également tous les cadres républicains dont le cercle des cadres qui sont autour du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et des cadres également qui s'activent autour de ce cercle comme M. Bassirou Ndiaye et M. Lassana Sidibé. Donc par rapport à la situation politique sénégalaise, je crois que d'abord je salue la hauteur prise par professeur, parce que vraiment je ne... est-ce que vous n'avez pas même une posture de la société civile d'une certaine manière? La coalition d'ISO. Vous avez une coalition, oui. Voilà, mais vraiment vous avez une posture peut-être, en tout cas dans l'entame de votre propos, d'une certaine neutralité, mais bon c'est bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Et cela va apaiser peut-être les rancœurs et tout, s'il y en a, si toutefois il y en a. Bon, ce qu'il y a présentement, c'est qu'on est dans une période préélectorale. Et à chaque fois qu'on est dans une période préélectorale, depuis 1993, avant même depuis peut-être 1958, on jette une tension comme si le pays s'arrêtait de fonctionner. Je pense qu'on doit vraiment arriver à dépasser cette situation par rapport à l'avancée démocratique du pays. Un pays qui votait depuis, dit-on, 1776, je crois que ce pays-là, aujourd'hui, devrait plus avoir ces problèmes. Et d'ailleurs, à chaque fin d'élection, on se rend compte que les citoyens ont voté et après, il n'y a aucun problème, aucune tension. Peut-être les tensions post-électorales, on se le rappelle de 1993, peut-être faudrait-il que nous les évitions, c'est vrai. Maintenant, quel est le problème? Moi, j'ai fouiné, fouetté, regardé, mais je ne vois pas de problème. Parce qu'on va
vers un scrutin. Vous ne voyez pas de problème, pourtant, c'est que vous n'écoutez pas alors ce que dit l'opposition. Il y a l'application du parrainage qui semble être une décision unilatérale parce que tout simplement l'opposition l'a toujours rejeté. Vous avez vu récemment, le président de la République a pris un décret pour reporter les élections locales. Il y a également cette question du fichier électoral, comme je l'ai dit tantôt. Donc, si vous dites que nous ne voyez pas de problème, c'est que là également, c'est peut-être que vous êtes de la mouvance présidentielle et que voilà, tout ce que dit l'opposition, vous n'avez pas envie d'entendre. Non, on est réceptif. Mais on aimerait être réceptif par rapport à ce qui n'est plus, ce qui n'est pas du tout dans le droit positif. Le parrainage est dans le droit positif. C'est voté à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, même eux-mêmes, ils sont sur le terrain et commencent à prendre des signatures. Mais ils sont obligés. Il ne faut pas s'enliger dans cette contradiction extraordinaire dans laquelle l'opposition se perd de plus en plus. Parce que comment vous pouvez dire que vous êtes dans un pays et que vous respectez les lois et règlements de ce pays et vous respectez effectivement le parrainage, vous êtes sur le terrain, vous prenez des signatures et en même temps, vous attaquez à ce parrainage-là. Et en même temps, vous dites que ma candidature va passer par la force, même si les lois et règlements ne vont pas dans le même sens. Je crois que ça, ce sont des contradictions existentielles au sein de l'opposition. Moi, j'aimerais bien entendre des voix discordantes du côté de l'opposition, mais sur des questions réelles. Vous avez tout à l'heure cité la question de la Sénat. Mais ce qu'a dit le président de la Sénat, le président de la Sénat n'a fait que reprendre les textes qui régissent le Code général des collectivités territoriales, en son article 11, qui dit de manière expresse et explicite que son candidat, ceux qui seront déclarés candidats 15 jours avant, ce sont ces candidats-là à qui on va confier le fichier électoral, à qui on va transférer le fichier électoral. Qu'est-ce que veut l'opposition? Ils veulent le fichier tout de suite. Ils veulent le fichier tout de suite. Aucun candidat à la candidature n'est encore juridiquement candidat. Les candidats seront établis par le Conseil constitutionnel. Pour le moment, nous avons 97 candidats à la candidature et vous voyez, même la procédure est trop facile parce que même moi, je pouvais envoyer quelqu'un pour me prendre des fichiers et que je sois candidat. Mais c'est normal, tout Sénégalais peut être candidat à la candidature. Oui, donc on ne peut pas, rien que par ce postulat, donner le fichier à tout le monde. Et ça, au-delà de tout, c'est la loi. C'est la loi. Alors pourquoi s'attaquer au président de la Sénat? C'est s'attaquer tout simplement à la loi qui régit les collectivités territoriales. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, professeur Diouf, que véritablement la Sénat n'a pas fait son travail au vu de ce qui s'est passé avec les élections législatives et même dans le cadre, donc, en perspective de la présidentielle? Voilà, si on regarde de près par rapport à ce qui se passe, parce que la Sénat d'abord a eu comme précurseur ce que l'on appelle l'ONEL, l'organisme national chargé des élections avec le général Niang. Nous avions vu que quand même il avait mené un travail de titan, un travail assez important. C'est la raison pour laquelle déjà la feuille de route de la Sénat et ce qu'effectivement la Sénat a comme mission, a comme prérogative, je pense que quelque part, au niveau de la situation dans laquelle nous sommes, la Sénat a un peu, je dirais que a fait à sa mission, je dirais pas ça, mais plus ou moins, là où l'on attendait la Sénat, en quelque part, la Sénat s'est brillée de par ce qu'on appelle un certain absentéisme. Donc c'est la raison pour laquelle je pense, ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est de voir exactement le processus électoral d'amont en amont. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne prennent pas garde. C'est la raison pour laquelle tu parles un peu de posture de société civile, je dis que je dois croire. Non, les gens ne prennent pas garde. Tous les pays aujourd'hui qui sont allés à volo, c'est après, à la suite d'un processus électoral qui avait créé un pré-contentieux le jour des élections et après. Mais pour éviter ça à notre pays, pour qu'effectivement, parce qu'aujourd'hui on parle de pétrole, on parle de gaz, pour pouvoir gérer tout ceci, nous avons besoin d'une classe politique assez aguerrie, une classe politique responsable, une classe politique qui ne mène pas de débats crypto-personnels, une classe politique qui ait une vision prospective. Mais la Sénat aujourd'hui, son rôle, c'est d'abord essayer autant que faire se peut de sécuriser le processus électoral d'amont en aval. Et là, en quelque sorte, si on dit la vérité,
on n'a pas vu exactement ce rôle au niveau de la Sénat. Et il n'est pas encore trop tard. C'est l'occasion ou jamais pour la Sénat, effectivement, de mettre fin à la récréation, pour ne pas dire d'attirer l'attention des uns et des autres, pour permettre exactement à ce que l'on puisse faire un processus électoral transparent et régulier. Mais tout à l'heure, vous avez un peu abordé l'affaire du parrainage. Même là, je dis, quelque part, il y a, je dirais même un dilettantisme artisanal de part et d'autre, tant du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre une loi comme ça ou bien une décision comme ça, comme le parrainage. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que chaque Sénégalais qui a le droit, qui est en mesure d'être électeur et qui veut être président et qui a l'âge de 35 ans, peut aller effectivement à la DG pour retirer la... Mais voilà, l'amateurisme, qu'est-ce qu'on a vu? On est actuellement à 85, on va vers 200, on va vers 300. Alors que, en homme, si on avait réglé le problème en ayant des garde-fous, pour dire d'abord, peut prendre ce que l'on appelle, ou bien avoir des coordonnateurs, la fiche, c'est ce qui remplissent tel et tel et tel. Là, sans tordre le cou à la démocratie, on arriverait autant que faire se peut à sécuriser la chose et on pourrait nous retrouver avec 15 ou 16 candidats. Mais c'est là que je dis qu'il y a une certaine précipitation. Et il y a aussi ce que l'on appelle un nombrilisme de part et d'autre, les deux quand je dis. Parce que quand l'opposition dit que nous n'allons pas suivre le parrainage et que sur le terrain on les voit en train de tailler avec le parti au pouvoir, cela pose problème. Mais donc c'est pourquoi mon dernier mot, c'est d'abord éviter les vis-à-vis à un débat réel, sincère, où ce ne sera pas de simulacre, parce que nous l'avons dit au président de la République, qu'il y ait un débat réel pour prendre les aspirations des uns et des autres. Et là où il y a la vérité, il faudra trancher de ce côté. Ou là où le bas blesse, il faudra y remédier. Mais c'est pas encore trop tard, professeur. Non, loin s'en faut. On est à 5 mois. Pour le parrainage, je suis d'accord. Non, pour le parrainage, je suis d'accord. Mais ce que je dis, ça veut dire que le précontentieux qui est là, mais ça ne peut pas permettre au pouvoir de gouverner tranquillement, encore moins sur l'opposition qui est toujours dans des manifestations. Le contentieux, c'est quoi? Non, je dis, c'est quoi par exemple? D'abord, les gens, ils parlent du parrainage. Déjà, même s'ils sont sur le terrain, ils sont en train de dire que le parrainage tel et tel et tel. Hein? Ok, on parle déjà du fichier électoral. C'est très clair hein, en matière juridique. Quand on dit que c'est à 15 jours, que l'opposition ou bien les différents candidats doivent avoir l'opportunité de disposer du fichier. Donc, quand la loi est là, le problème ne se pose pas. Mais je pense que s'il y a la loi, il y a ce que l'on appelle une certaine manière, ce que j'appelle un gentleman agreement, que les vis-à-vis acceptent de s'asseoir autour d'une table pour régler un certain nombre de problèmes, pour franchir ce cap, parce que les élections, c'est une période. On va dépasser combien de fois on a appelé l'opposition qui refuse de s'asseoir sur la table de négociation? À combien de reprises? Même le parrainage dont vous parlez là, c'était la première proposition provient de l'opposition. Et la précipitation, je ne sais pas s'il y a précipitation ou non. De toute façon, il fallait faire quelque chose après les législatives. Parce qu'on avait 47 listes, s'il vous plaît. 47 listes. Mais n'oubliez pas qu'on est dans un pays où il y a peut-être 300 partis politiques. Oui. Alors, l'objectif ou bien la raison d'être d'un parti politique, c'est d'aller à la conquête des suffrages. Ah, mais Nesta, on ne Donc, peut pas... normalement, on devait s'attendre à avoir même 300 Mais il y a des filtres partout. Il faut faire des filtres. Les filtres, vous êtes professeur d'université, vous savez qu'en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, il faut 200 000 signatures de citoyens. Je vous disais l'autre jour, même en France, il faut qu'il y ait un filtre. Et moi-même d'ailleurs, je vois que les mailles sont trop larges. On devait même encore resserrer. Attendez, non. Parce qu'il y aura encore, peut-être même encore pléthore. C'est fort possible qu'il y ait pléthore. Voilà ce que je voudrais éviter. En rejoignant moi la coalition du Maintenant, par rapport aux difficultés, je termine sur ça. Par rapport aux difficultés, je termine sur ça et je vous laisse. Oui. Par rapport aux difficultés, les difficultés sont inhérentes à tout début d'une expérimentation. C'est la première fois que nous avons l'expérience du parrainage, mais moi je ne verrai pas de problème majeur. D'ailleurs, c'est un rendez-vous des acteurs politiques avec le peuple. C'est un moment de démocratie extrêmement intense. Parce que c'est pas facile. Moi, je suis sur le terrain. Vous pensez que dans l'applicabilité du parrainage, il n'y aura pas de problème? Dans l'application? Oui. Je ne dis pas qu'il y a problème. Je lui ai même dit que les problèmes sont inhérents. Pour vérifier 65 000 signatures, ce n'est pas... Mais c'est l'occasion de créer des emplois, de recruter des agents de saisie, etc., etc. En tout cas, le Conseil constitutionnel, ce sont des gens responsables qui sont là, des cadres du droit, et ils feront le travail. Mais il faut toujours
c'est un process de shortlist qu'il fallait impérativement faire. Sinon, il n'y aura pas de démocratie. Parce que quand il y a 100 candidats, il n'y a plus de démocratie parce qu'il n'y a plus de lecture, il n'y a plus de lisibilité, il n'y a plus de possibilité pour les citoyens, surtout dans un pays qui reste encore analphabète pour une bonne partie. Mais non, moi, le problème, moi je ne vois pas le problème ainsi. Hein, parce que d'abord, hein, par rapport à... Il faut d'abord retenir que l'opposition aussi, ce n'est pas des zones ou bien des pestiférés. Moi, c'est des gens que j'ai pratiqués. Je sais exactement quelle est leur idiosyncrasie, leur manière de faire et comment réagir. Mais donc, hein, d'ailleurs, en ayant ces erreurs-là, en posant le débat de la sorte, ça crée des crispations, ça crée des surplaces, le fixisme. Et cela n'arrange personne. Moi, je suis dans une vision beaucoup plus prospective, une vision qui permet d'englober tout le monde dans le même sac. Il est vrai que l'unanimisme de façade n'existe nulle part. Donc, c'est pourquoi je dis qu'à plusieurs reprises, même si un dialogue a été convoqué, afin que l'opposition puisse prendre part, peut-être les TDR du dialogue n'arrange pas l'opposition. Pourquoi pas ne pas voir quelle est la facette la plus apte, la plus optimale qui puisse permettre d'avoir le maximum de partisans ou bien de partis politiques ou d'hommes politiques autour d'une table. Et ceci est bien possible parce que le génie Sénégal nous a toujours montré qu'à chaque fois qu'il y a une situation de tension, le Sénégalais, que ce soit lambda ou le Sénégalais d'en haut, est en mesure de changer de manière radicale la situation afin de pouvoir créer ce qu'on appelle un dialogue avec son vis-à-vis. Mais mieux, ce qu'il faut retenir, ça dit que aussi quand on prend le parrainage, uniquement en créant des emplois, des entreprises. Non, là, il faut quand même que nous fassions un partage. Non, là, c'est une parenthèse. Heureusement, voilà. Voilà. Parce que ce que je veux dire, ça dit que c'est une nouvelle expérience. Et comme on le dit, toute nouvelle expérience aura inévitablement des avantages comme des inconvénients. Il y aura des conséquences. Heureusement que cette fois-ci, le deadline donné au Conseil constitutionnel n'est pas de 72 heures, comme ce fut le cas avec l'invalidation de la candidature de Youssou Ndour. Mais qu'à partir du 26 décembre, là, on dressera le Conseil constitutionnel le temps de pouvoir régler un certain nombre de choses. Oui, parce qu'il faudra vérifier 65 000 signatures, ça ce n'est pas un jeu d'enfant. Voilà, c'est ça le problème. Donc, ce que je veux dire, et je lance un appel au Conseil constitutionnel, d'être très, très regardant par rapport à cette situation. Parce qu'il y a des Sénégalais. Aujourd'hui, on est en train de faire passer des spots. Mais rien ne me dit que certains ne vont pas parler de 2 ou 3 fois certains candidats. Et dans ce cas, le délai qui est donné, par exemple, c'est vrai, c'est un délai d'une semaine, je pense, si je ne m'abuse. Il faut aller retrouver d'autres signatures. Tout ceci pouvait créer problème. Donc c'est pourquoi je disais à l'entente de mon propos, si les gens laissent de côté leurs idiosyncrasies, leurs intérêts crypto-personnels, pour voir uniquement le Sénégal, on pourrait régler le problème du parrainage en amont, et j'en suis convaincu. Mais le parrainage, le parrainage existait. Hein? Non, attends, non, bien sûr, mais avec les candidats individuels. Non, mon problème, c'est que moi, le professeur Sall, qui est actuellement le directeur de l'Université du Sahel, et qui est par ailleurs le secrétaire général voilà, du PUR, il était, en son temps, expert au niveau qui était engagé par le Conseil constitutionnel. Il est dans l'opposition, mais il a eu l'honnêteté de dire que la vérification a été une vérification objective et honnête. Oui, mais effectivement, nous tous... Ça, c'est dans le passé. Oui. Nous tous... Mais là, on demandait 10 000. Mais là, on demandait 10 000. On demandait 10 000 signatures. Non, il ne faut pas... Non, attendez. Parce que le premier candidat indépendant au Sénégal fut le professeur Mamadou Lo, qui était au niveau de la faculté des sciences économiques. Donc là, je pense que le problème, je dis que tel qu'il est posé, parce qu'au Sénégal, il y a des entrepreneurs politiques. Moi, quand j'ai regardé la liste de ceux qui se font candidats à la candidature. Je vous assure qu'il y a des gens qui attendent le moment opportun pour retourner Kazakh, faire centrer le pouvoir ou bien une partie de l'opposition pour se faire un nom et pouvoir être dans un camp. Parce que je le connais très bien. C'est des gens que j'ai pratiqués. Moi, rien ne m'empêche, par exemple, d'aller prendre une fiche et effectivement... Mais je dis, c'est pourquoi, pour éviter ces erreurs-là, pour éviter ces errements, le parrainage est une très bonne chose. Si effectivement les partis impliqués s'étaient donné le ton pour pouvoir trouver un compte de millions, pour ne pas dire un consensus, et dans ce cas, il n'y aurait pas tout ce charivari qui est en train de se produire. Parce que nous... Quel est le charivari? Non, c'est quoi? D'abord, aujourd'hui, l'opposition est sur le terrain, je vous dis. Sur le terrain. Non, attendez.
mais que jusqu'à présent, on pose le débat. Pourquoi les gens étaient en manifestation? Attention, l'opposition, c'est les actes que pose l'opposition. J'en ai eu à parler avec des opposants au cours d'un débat. L'opposition est sur le terrain parce que c'est républicain, parce qu'il s'agit de respecter une loi. Oui. Parce que là, bon, ils ne vont pas rester chez eux. Alors, pendant ce temps, vous êtes en train de collecter des signatures et eux restent chez eux pour dire nous contestons cette loi-là. Oui. Oui, parce qu'il y a une différence entre contester la loi, refuser son application et être sur le terrain pour être conforme aussi avec cette loi. C'est ça le problème de fond. Mais ce n'est pas républicain de contester une loi. Ce n'est pas du tout républicain de contester une loi. Une loi est votée par la représentation nationale qui vous engage. Oui, mais il avait contesté. L'opposition avait contesté bien avant que la loi soit votée. Mais avant, ça peut se comprendre. Mais après, maintenant, il faut aller... Et puis surtout que l'opposition dit que Macky Sall, c'est fini. Macky Sall, les gens lui ont tourné le dos, etc. Donc, dès lors qu'ils sont dans cette posture, et tout le monde sait qu'il est extrêmement difficile... Vous croyez qu'ils n'ont pas le droit de dire ça? Non. Franchement, ils ont le droit de le dire parce que nous sommes en démocratie. Mais ça aurait été beaucoup plus élevé de parler des questions de santé, des questions d'économie, des questions de développement, des questions de PSE. Mais effectivement, parce que sur ce terrain-là, par rapport aux réalisations, par rapport à ce que Macky Sall a fait, il risque vraiment d'avoir une figure, de faire figure de nain. Il parle de 65% au premier tour. C'est qu'il faut éviter. 65% au premier tour. Bon, ça c'est la lutte. Quand on signe un contrat de lutte, ici on a eu à signer des contrats de lutte. Quand on signe des contrats de lutte, les lutteurs peuvent dire je vais te battre sur 2 minutes, etc. Mais Nestor, je vous dis, que l'opposition cherche toujours des casus belli. Vous étiez en Espagne, mais vous entendez toujours à travers les médias comment l'opposition crée des problèmes. Toujours on essaie de créer des problèmes. Regardez une opposition qui prend un candidat qui n'en est pas un et qui s'arc-boute sur cette candidature. Mais ça, c'est une stratégie du chaos. C'est une stratégie du chaos, Karim Wade. Je voudrais dire, mais Karim, c'est le candidat du PDS. Vous voulez qu'il change le PDS change de candidat? Non. C'est-à-dire qu'eux, ils ont opté pour une... Non, ça, c'est pas notre problème. Le problème sera résolu par le Conseil constitutionnel. Ils n'ont qu'à déposer la candidature de Karim au Conseil constitutionnel. De toute façon, l'article L31 du Code électoral l'exclut d'office. En tout cas, moi, c'est certains points. Vous prêchez un ça, c'est une stratégie du chaos. L'opposition ne veut pas aller aux élections. Finalement, c'est ça que vous vous dites. L'opposition ne veut pas du tout aller aux élections. Elle cherche à chaque fois des casus belli, des problèmes sans objet. Mais si l'opposition était annulée... Comment vous pouvez dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections alors que l'opposition est sur le terrain pour chercher des parrains? C'est toute la contradiction. Vraiment, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine qui s'enlise dans ses contradictions vraiment inextricables. D'accord. Oui, là, je voudrais dire, le problème, quelque part, j'ai dit que par rapport à certains points évoqués, vous prêchez un comique. Mais, je pense que nous, ma démarche est un peu différente de la vôtre. Pour 2 points. Moi, je dis que j'ai d'abord fait, j'ai à faire une lecture politique froide de la situation par rapport aux différents candidats, par rapport à ce qu'il faut faire. Mais je n'ai jamais fait un soutien où je vais faire ce qu'on appelle le djeboulou, ou bien je vais faire un soutien avec ce que l'on appelle pieds et mains liés. Qui est votre candidat? Attendez, je vais terminer. Vous allez savoir ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas entré ex nihilo dans la coalition dissoute. C'est après mûre réflexion que j'ai eu à le faire. Parce que je me suis dit que par rapport à la situation politique qui se présente, aujourd'hui, vous avez parlé de si on veut imposer quelqu'un comme candidat alors qu'il n'en est pas un. Moi, j'ai eu à travers des contributions à travers Facebook, ma page Facebook, pour dire que j'ai l'impression quelque part que si, pendant les élections législatives, il y avait un gentleman agreement entre Idriss Seck, Khalifa Sall, Malick Gakou et autres, Cheikh Bamedji et autres, pour créer une coalition, certains ténors de l'opposition avaient accepté d'aller au niveau de la liste départementale et que Khalifa Sall, qui dirige la liste nationale, j'avais dit que ok, c'était bien. Et que les gens, qu'est-ce que ça avait donné comme leitmotiv? C'est que maintenant, pour les élections présidentielles, que Khalifa Sall et son camp acceptent de pouvoir soutenir quelqu'un parmi ces leaders qui avait accepté d'aller au niveau de ce qu'on appelle la liste départementale. Ça, c'est un point. De 2, moi, j'ai vu une chose. J'ai dit qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ça veut dire qu'un parti ne saurait être l'apanage ou la propriété de quelqu'un.
Mais ce que je vois, c'est ce qui crée d'ailleurs les grincements de dents au niveau du PDS, avec l'affaire de Madické. Je dis que, avec tout ce que le PDS a eu comme homme, avec tout ce que le PDS a eu comme personnalité, moi j'ai fourbi mes armes avec le PDS en 78, lorsque j'étais élève en classe de 6e. Et c'est à travers ce comité de liaison communale du PDS que j'ai eu à apprendre beaucoup de choses tout le long de mon parcours. Mais est-ce qu'on a le droit, je l'avais dit, on a le droit de pouvoir se cramponner uniquement sur une candidature où il y a des risques que cette candidature soit invalidée et que le PDS risque de ne pas trouver de candidat. Non, je vais terminer mon raisonnement. Il faut suivre la fin de mon raisonnement. D'autre part, pour le cas Khalifa Sall, j'ai dit que comme on avait trouvé un gentleman agreement, il fallait maintenant qu'on puisse soutenir la candidature de X ou de Y qui avait choisi de se ranger au niveau de la liste départementale et éventuellement de céder la place à Khalifa Sall comme tête de liste de la liste nationale. C'est d'ailleurs ce qui avait créé le bruit au niveau de la coalition Manko et la coalition Wattu, parce que personne ne voulait laisser la place à X ou à Y. Mais on l'a fait. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Mais les gens à la tendance à Khalifa Sall, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Khalifa ou rien. Il n'y a ni de plan B, ni de plan Z. Ce n'est pas parce qu'aussi au niveau du pouvoir, les gens en parlent tellement comme si c'était à eux de gérer ces questions-là. C'est-à-dire que là, il faut quand même, je crois qu'il fallait laisser la justice trancher le débat plutôt que maintenant. Alors que le pouvoir, vous en faites maintenant une chanson, Khalifa ne sera pas candidat, Karim ne sera pas candidat. À tel point que maintenant, les partisans de Khalifa et de Karim estiment que voilà, c'est vous du pouvoir qui voulez exclure leur candidat. Mais il y a aussi des stratégies sous-jacentes. Hein. Oui, parce qu'actuellement, toute la stratégie, d'après des analystes, c'est le vœu du vieux Abdoulaye Wade, c'est de confier le parti politique, même si Karim ne passe pas en 2019, c'est de tout faire pour lui confier le parti. Mais l'analyse crypto-personnelle me pose problème. Mais vous n'êtes pas du PDS. Non, non, mais l'analyse crypto-personnelle, c'est là où il y a un problème. Non, c'est là où il y a un problème. Non, l'analyse crypto-personnelle pose problème. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'il nous faut maintenant avoir le courage d'affronter la réalité et de faire face à cette réalité. Moi, je suis un homme politique aguerri et par rapport à cette situation, je pose des actes concrets et je prends un camp. Mes positions n'ont jamais varié par rapport à la situation du Sénégal. Au Sénégal, il y a beaucoup de choses à parfaire. Il y a beaucoup de problèmes à solutionner. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes qu'il faudra résoudre pour permettre aux Sénégalais moyens de pouvoir aller de l'avant. Non, attendez-moi. Attendez, il faut laisser un peu terminer. Par rapport à ça, j'ai dit que, ayant vu que au niveau de l'opposition, on risque d'aller vers une voie de garage, j'avais choisi personnellement d'aller au niveau de la coalition d'ISO qui a pour candidat le candidat Macky Sall, parce que c'est le Mody Diagne Fada qui est notre coordonnateur. Et là, je suis à DISO tout en gardant notre autonomie comme parti autonome au niveau effectivement de la coalition d'ISO. Mais je dis, si aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau de la manche présidentielle, c'est souvent dû au fait que certains ne souffrent pas le véritable discours au niveau des instances du parti au pouvoir ou au niveau de la coalition. Parce que le président de la République n'a pas besoin d'entendre ce discours fragourneur. Il n'a pas besoin d'entendre le panégyrique, le dithyrambe que c'est dans le but de se tailler un poste ou bien dans le but d'avoir quelque chose. Mais il a besoin d'entendre, ne serait que ce sont des alliés ou bien une coalition qui soit avec lui, mais qui attire l'attention sur ce qui ne marche pas, afin que déjà, ce qui marche, on n'a pas besoin réellement d'en parler, parce qu'il a très bien fait. Mais ce qui ne marche pas, pour pouvoir l'améliorer, non seulement pour lui permettre d'avoir un bilan élogieux, mais aussi et surtout pour pouvoir permettre au Sénégal d'abréger la souffrance du Sénégal. C'est pourquoi la manière selon laquelle j'aborde le débat est une façon dialectique de voir la réalité. Parce que je n'ai jamais fait un diable qui consiste à se faire, comment dire, le prototype de dithyrambe ou bien du panégyrique, mais d'aller dans le sens, autant que faire se peut, d'attirer l'attention de ce que l'on appelle le dirigeant, qui est seul délégataire de la volonté populaire, de voir exactement les difficultés que les Sénégalais sont en train de vivre, d'apporter la thérapeutique nécessaire. Non seulement il arrivera à s'en sortir avec un bilan mémorable, mais il arrivera à abréger le souffrance sénégalais, parce que car, qu'est-ce qu'il se nomme X, Y, Z, les Sénégalais votent en ayant à l'esprit qu'ils voteront pour un candidat qui va abréger leur souffrance. Alors, Bara, est-ce que vous ne pensez pas, comme je l'ai dit tantôt, hein, je vous avais posé la question tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas les positions ou bien les déclarations des membres de la mouvance présidentielle sur la candidature de Khalifa et de Karim Wade qui font que alors, les partisans de ces deux candidats-là se disent que là, maintenant, il s'agit d'un combat politique plutôt qu'un combat judiciaire? Le fait qu'au niveau de la PR, oui, qu'on a tendance à vous chantez toujours que oui, ils ne seront pas candidats. Est-ce que c'est à vous de décréter qu'ils ne seront pas candidats?
les déclarations politiques n'engagent... Les politiques peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Mais ce qui est important, on va vers une élection présidentielle. Vous êtes un parti majeur. Ce que je veux faire, c'est me préparer. Et regarder la réalité des choses. La réalité des choses... Vous voulez dire que le PDS ne s'est pas présenté, ne s'est pas préparé? Le PDS, en tout cas, ne paraît pas du tout prêt, parce que le candidat qu'ils veulent aujourd'hui adouber, ce candidat-là est un candidat quasi fictif. Parce qu'il est absent, il communique par WhatsApp, il fait ses communications par WhatsApp. Donc cet homme-là, vraiment qu'on ne voit pas. C'est la première chose. La deuxième, si toutefois il rentre... il a été investi par le congrès de son parti, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça engage le parti. Ça engage ce parti-là. Mais je dis que ce parti-là, par rapport à tout ce qu'il représente au niveau de l'échiquier politique sénégalais, ce parti-là est un patrimoine pour les Sénégalais, pour tous les Sénégalais. C'est un parti comme le PS. Et ce parti-là pose problème aujourd'hui à nombre de Sénégalais, dont votre interlocuteur. Parce que ce parti devrait quand même résister au temps. Mais par rapport à ce que nous voyons présentement, ce parti est mis en péril par tout simplement une dévotion monarchique, tout simplement d'un parti politique, parce qu'on a essayé avec le Sénégal, avec l'État du Sénégal, ça n'a pas marché. Maintenant, on essaie avec le parti pour qu'il puisse contrôler le parti. Mais je crois que les Sénégalais, en tout cas, sont... mais ils se projettent en 2024. Ils se projettent en réalité en 2024, parce qu'ils savent que, bon, pour 2019, les carottes sont cuites. Pour le PDS, en tout cas. Ils ne savent même pas, parce qu'actuellement, le PDS, regardez, il parle de la coalition dissoute. Regardez ce qui a quitté le PDS. Nous avons connu les... départ avec le PS après 2000. Mais la coalition, c'est pas des gens qui étaient au PDS. Attention, c'est FADEC était au PDS, mais le reste, c'est des gens qui n'étaient pas au PDS. Hein. Moi, je suis secrétaire général de la CPGNL, Déthié Diouf et de Visa, Samba Bathily et de PCSD. Mais vous êtes favorable au WAD. Hein. Moi, je vous ai suivi dans beaucoup de débats. Non, mais bien sûr, je vous ai dit que j'ai fourni mes armes à travers le PDS depuis le 78. Moi, je suis très clair dans ma démarche. Voilà, pour continuer, n'est-ce pas? Donc, pour continuer, ce que je veux dire, c'est que il prêche toujours le catastrophisme. Parce que quelqu'un qui dit que nous allons par tous les moyens, de toute façon, et quelqu'un même parmi eux a dit qu'ils vont entrer dans les bureaux de vote. Le député Toussaint Manga. Le député Toussaint Manga. C'est Karim ou rien. Foutre, vous m'excusez du terme, le bordel, mais ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. De toute façon, là, ils entrent dans le subversif et oui, mais il faut reconnaître quand même... L'État prendra ses responsabilités, force restera à la loi. Oui, mais M. Bara, il faut reconnaître quand même au PDS, en tout cas aux libéraux et aux partisans de Khalifa Sall, le droit de défendre les candidats, en tout cas leurs candidats. Comme vous défendez quand même le président Macky Sall, sa candidature également. Oui. Non, on n'a rien dit par rapport à Khalifa Sall. Khalifa Sall, actuellement... Oui, je veux dire que les libéraux ont le droit de dire que ce sera Karim ou rien. Non, ça, je ne suis pas d'accord qu'ils ont le droit de dire que c'est Karim ou rien. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave de le dire pour quelqu'un même qui était légalement présentable et éligible comme candidat. Alors que celui qu'ils sont en train de proposer, ils savent en âme et conscience qu'il est disqualifié. Il est disqualifié. Et moi, je dis les choses... Comment peuvent-ils le savoir? Mais ils le savent quand même, parce qu'ils ont à leur tête le grand Abdoulaye Wade, qui est juriste jusqu'aux dents et qui connaît quand même les textes. Mais lui-même, il disait qu'il sait comment contourner les textes, de toute façon. Peut-être on va attendre, peut-être il va essayer de contourner ce texte-là, mais l'article L31 est clair là-dessus. Mais même autre chose, il a d'autres écueils. Parce que lui, il est condamné par la justice. Il doit payer 140 milliards à l'État sénégalais. Deuxième chose. Troisième chose, il n'est pas exclusivement de nationalité sénégalaise. Et je disais ici que Karim Wade, même sociologiquement, pose problème. Parce que quelqu'un qui ne parle aucune langue de nos langues, qui ne mange même pas ce que nous mangeons,
Ouais, mais ça, ça c'est pas quand même des conditions. Oui. Il faut qu'on élève un peu le débat. Ouais. Moi, je pense que l'idolâtrie ou bien le débat ad hominem vraiment me pose problème par rapport à ma posture d'intellectuel en tant que tel. Parce que moi, je vois que c'est le débat d'idées. C'est un candidat à la présidentielle, entre guillemets. Oui, voilà, non, c'est le débat des idées. C'est le rendez-vous d'un homme avec... Oui, oui. Mais là, même je ne suis pas d'accord. Parce que souvent, j'entends les gens dire ça, que la présidentielle n'est rien d'autre que la rencontre avec un homme et son peuple. Non. Ça, les gens ont tendance à utiliser ça pour dire, mais non. Parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus profondes que ça. Non seulement l'homme qui se présente, mais les circonstances, les conditions dans lesquelles le peuple, la plèbe, est en train de vivre. Non, donc là, je pense que quelqu'un l'a déjà dit, les gens, sans pouvoir décortiquer ce message-là, suivent de manière mécanique, mais ce n'est pas exactement ça. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Mais ce que je veux dire, il nous faut un peu élever le débat. Laisser de côté, bon, vous m'excusez en disant, bueno, le débat crypto-personnel, ad hominem, pour pouvoir autant que faire se peut, de voir ce que règle le problème. Moi, en quelque sorte, ce que je pourrais dire au PDS, que je respecte beaucoup, parce qu'il y a des hommes aguerris, des hommes politiques qui ont eu à vivre sous les harnais. C'est le seul problème, c'est quoi? Moi, je dis, et j'ai eu à l'écrire au niveau de ma page Facebook, je ne peux pas comprendre que par rapport aux enjeux qui se posent, par rapport aux positions plus ou moins grippées qu'il y a, mais qu'on puisse aller jusqu'au bout d'une logique en disant que Karim ou rien. Moi, ce que je voudrais dire, mais pourquoi pas de Karim, qu'il s'agisse de Khalifa Sall ou de Karim, qu'il y ait un plan B. Si ça ne fonctionne pas, qu'on puisse régler le problème par quelque chose d'autre. Parce que moi, je ne crois pas à ce que l'on appelle... même pas en arriver à ce que l'on appelle l'homme prodige, le Dimir, n'existe nulle part. Cet homme-là qui était là, ce Mogo Naba, qu'on a évoqué avec Abdou Diouf, avec Senghor, avec Wade, cette ère-là est révolue. Il faut maintenant ce que l'on appelle des hommes politiques qui dirigent des pays, qui arrivent à avoir des coalitions, et des coalitions courageuses, qui arrivent à leur dire la vérité quand les choses ne marchent pas, qui leur donnent aussi un satisfait là où l'on y a à faire des prouesses, et qui essaie autant que faire se peut de créer une rencontre entre une opposition qui est là et un parti au pouvoir afin que le pays puisse être gouverné normalement et tranquillement. Moi, personnellement, je me situe dans cette perspective. La coalition dans laquelle nous sommes, nous travaillons en ça parce qu'il nous faut d'abord pacifier le pays. Il y a des enjeux beaucoup plus importants, le pétrole et le gaz, et pour pouvoir les gérer, il nous faut d'abord avoir un système politique très huilé, capable de prendre en considération les aspirations des uns et des autres. Et j'en suis convaincu que le président Macky Sall n'est pas contre. Mais pour pouvoir lui aider, attendez, je vous en prie, pour pouvoir, il faudra que les gens qui sont à ses côtés, ce que l'on appelle les différentes coalitions, ses partisans, qu'ils puissent attirer son attention sur tel et tel point. Moi, personnellement, c'est le rôle que je suis en train de faire. Vous dites que vous n'êtes pas dans le panégérisme. Vous avez trouvé de la transition. Il a parlé donc d'une situation apaisée. D'ailleurs, c'est pour trouver donc la transition pour passer donc à la seconde actualité, pour évoquer donc la décision prise par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, donc qui a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions techniques, financières, budgétaires pour une année scolaire universitaire apaisée. Alors, est-ce à dire par exemple qu'aujourd'hui le président Macky Sall veut éviter quand même à l'école sénégalaise ce qui s'est passé dans les dernières années? Non, certainement, parce que le président... Parce que nous sommes dans une année électorale, je suis sûr. Oui, nous sommes, c'est vrai, c'est tout à fait logique, mais je pense que Macky Sall est quelqu'un aussi qui s'inscrit souvent dans une dynamique structurelle durable, et il va essayer certainement de travailler, parce qu'il a hérité beaucoup de passifs, et ces passifs-là, pour les résorber, vraiment, c'était très très difficile. Mais on y arrivera, et avec l'année scolaire, vous savez, n'est-ce pas, on est passé rien que de 2016 à 2018 de 100 000 étudiants à 160 000 étudiants, 161 000 étudiants, soit une augmentation de presque 60%. Ce n'est pas... On va vers où? On va vers où? Donc, nous avons déjà instauré des choses qui sont intenables pour un pays difficile, pauvre, parce que nous donnons la bourse, dit-on, à tous les étudiants, on veut orienter tous les étudiants, ce qui ne se fait dans nul autre pays dans la sous-région. Alors, tout cela, comment redresser cela? Il faudra une réflexion. C'est pourquoi on a actuellement mis en place, je crois, avec Mary Teuw Niane et le Haut Conseil du dialogue social, un cadre permanent de concertation. Et j'espère que ce cadre permanent de concertation arrivera à vraiment amoindrir les multiples grèves. Moi, j'interviens dans certains instituts, hein, mais franchement, je sens
vraiment que dis-je, en tout cas de mal, beaucoup de mal que le niveau a énormément, mais alors énormément baissé. Et je pense que il faudra vraiment faire de sorte que ce cadre permanent-là puisse permettre une régularité des enseignements apprentissages au niveau des instituts, au niveau des structures scolaires. Les charges sont lourdes, extrêmement lourdes, mais sur le plan budgétaire, sur le plan des ressources humaines. Mais il faudra en trouver les moyens et j'espère que... oui, professeur, une bonne année scolaire apaisée passe forcément par donc le respect des accords signés avec les différents partenaires. Je veux parler des élèves, des enseignants, en tout cas tous ceux qui s'agissent autour de l'université et de l'école. Là, évidemment, moi quand on parle, comme j'ai dit à Dame à l'entendre de mon propos, quand on parle d'école et du corps professoral, bien des enseignants, là je mets de côté mon manteau politique pour pouvoir parler effectivement de manière tout à fait autonome et indépendante. Parce que je dis une chose, hein, et aujourd'hui, si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce à l'école publique. Moi j'étais contre de prendre ces enfants et de les envoyer à l'école privée. Ce n'est que l'année dernière que cela m'est arrivé. Donc parce qu'on ne peut pas être produit de l'école publique et ensuite ne pas participer à cette école publique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les enseignants, il n'y a pas dans une société ce que l'on appelle l'équivalent d'un enseignant. Parce qu'on a l'habitude de dire, dis-moi quel système éducatif tu as, je te dirai quelles ressources humaines tu auras demain. Les enseignants dans les salles de classe travaillent dans des conditions inimaginables, des conditions extrêmement dures. Imaginez une classe de 3e dans un collège X ou Y avec 100 élèves. Comment, par exemple, le professeur de sciences naturelles, le professeur d'espagnol, d'anglais ou bien de mathématiques arrive à régler ce problème-là? Mais ce qui est beaucoup plus grave, et là je lance un appel solennel au président de la République, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, regardez les queues que les enseignants font au niveau du ministère de la fonction publique, uniquement pour avoir un acte. Alors que les autres corps ne le font pas. Les enseignants sont là-bas en rang kilométrique pour avoir un acte. Il faut aller dans le sens de la dématérialisation des actes. De permettre celui qui est à Kédougou, celui qui, par exemple, qui est au lycée Baba Ndiong de Podor, là où j'ai commencé effectivement ma carrière comme professeur débutant, puisse avoir son acte sans pour autant avoir à faire des déplacements en quittant, par exemple, l'Ira Morphine ou bien le Ndjerbe pour venir à Dakar. De deux, moi je pense que les enseignants, quand même, ont eu à faire pas mal d'efforts. Parce que durant l'année, il y a eu une grève et que les syndicats enseignants, à un certain moment, ont accepté, et la mort dans l'âme, de mettre en veilleuse un certain nombre de revendications, de signer un protocole et d'attendre la matérialisation de ce protocole d'accord. Ce qui se passe souvent, c'est que les protocoles d'accord sont signés. Mais malheureusement, au moment de l'applicabilité de ces protocoles d'accord, c'est là où il y a problème. Et là, comme le président, au moins, a eu une position plus ou moins prospective de la situation en anticipant, à partir d'octobre, il y a quelque chose qui doit entrer comme augmentation. En janvier, il y en aura, et ensuite, en 2019, il y en aura. Moi, je pense qu'il faut régler ce problème-là. De deux, il faut aussi aller dans le sens de mettre les enseignants dans des conditions adéquates. Parce que les conditions dans lesquelles les gens travaillent dans les salles de classe, c'est des conditions extrêmement inconfortables et difficiles. Et j'avoue que, comme l'école représente ce qu'on appelle le noyau dur d'une société, le président doit effectivement discuter avec tous les partenaires concernés afin de changer de manière radicale cette situation. Je salue aussi un acte. Parce que moi j'étais étudiant, j'étais dirigeant de ce mouvement-là. Quand j'étais étudiant, le ticket des restaurants c'était 110 pour le déjeuner, c'était 110 pour le dîner, c'était 40 francs ce qu'on appelle le petit déjeuner. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous avons retrouvé exactement la même somme, mais que les choses ont changé. Il y a 100 et ensuite on a 50. Là, ça règle au moins le problème. Donc là, c'est une mesure forte, encourageante, qui pourrait permettre aux étudiants de pouvoir faire quelques économies d'échelle afin de pouvoir se payer quelques fascicules et ce que l'on appelle quelques polycopes afin de pouvoir avancer. Voilà, merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à mes chers invités. Merci donc à Bara Diop. Je rappelle qu'il est membre de la CCR, la Convergence des cadres républicains. Merci au professeur Abdoulaye Diouf. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de la CPJE, la Convergence populaire. La CPJE n'a pas de président, n'a qu'un secrétaire général. Parce que souvent, je vois, on parle de président. Non, parce que nos statuts ne tolèrent pas de président. Voilà. Il n'y a qu'un secrétaire général et pas de président de CPJE. Et vous êtes le secrétaire général. Général, oui. Voilà. Ça, c'est clair. Il faut qu'on clarifie ça. Il faut le clarifier. Oui, donc, bien sûr. Vous êtes donc le secrétaire général de la CPGE. Merci donc à l'équipe technique, cher Tidiane Ndiaye. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.